bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors, quoi de mieux pour étudier un phénomène qui concerne la planète tout entière? Quoi de mieux qu'un moyen d'observation global? Vous l'avez compris, on va parler de climat ce soir, ce phénomène global, et puis des satellites qui permettent de comprendre et de l'étudier. Et oui, les satellites se situent à des centaines de kilomètres d'altitude, pour certains à des milliers, pour certains à des dizaines de milliers de kilomètres d'altitude, et de là, ils sont comme à un balcon avec une vue imprenable sur la Terre, en tout cas sur une partie de la Terre. Et ces satellites, ils permettent de engranger des données, de récupérer des informations et du coup de mieux connaître le climat, mieux le comprendre, en décrypter les mécanismes fins. Et finalement, grâce à cela, on peut créer des modèles climatiques, des simulations, anticiper les éventuels problèmes à venir et puis du coup décider des actions à venir. Alors on va donc parler de ce sujet-là, on va en parler avec un scientifique, un climatologue qui est un grand spécialiste de ces sujets, qui va venir faire une conférence, et puis ensuite vous pourrez poser les questions que vous souhaitez à ce climatologue. Mais avant cela, on va accueillir le grand ordonnateur de ces conférences qui se succèdent. 6 conférences, c'est la cinquième off de l'UNOC. Il va tout nous expliquer ce que c'est, pourquoi on est là, ce qu'on fait là. C'est Didier Lapierre. Oui, merci Paul. Didier Lapierre, installez-vous. Je vais vous présenter quand même. Vous êtes la cheville ouvrière de ces off de l'UNOC. Vous êtes responsable au CNES. Le CNES, c'est l'Agence spatiale française. Vous êtes responsable des partenariats avec les conseils régionaux et les métropoles. Oui, merci Paul. Merci à vous tous de votre présence ce soir. Merci aussi à ceux qui regarderont la conférence sur YouTube dans quelques temps, puisqu'effectivement, Ariane nous a volé le direct ce soir, mais dès demain, la conférence sera en ligne. Oui, alors je sais qu'on a beaucoup de fidèles dans la salle et aussi sur le net. Je vais quand même rappeler pour les autres ce qui nous a permis de vous proposer cette conférence ce soir. En fait, tout est parti d'un programme, le programme Connect by CNES, qui a été mis en place par le CNES, donc l'Agence spatiale française. Et c'est un programme qui vise en fait à soutenir tous les acteurs du spatial, mais aussi à permettre d'augmenter les utilisateurs du spatial, que ce soit les données, les applications, les technologies. Et dans ce programme, il y a un volet, donc, comme l'a rappelé Paul, là, qui est dédié aux collectivités territoriales dont je m'occupe. Donc, dans le cadre de mon travail, je suis rentré en relation avec la métropole de Nice, qui m'a dit être intéressée par être un territoire d'exploration de ces usages possibles du spatial au bénéfice des citoyens. On a travaillé ensemble, on a signé une convention, c'était en 2022, et depuis on a mené un certain nombre d'actions. Lorsque l'UNOC, donc vous savez c'est l'événement là qui va arriver en juin 2025, un événement sous l'égide des Nations Unies. C'est la grande conférence des Nations Unies consacrée aux océans, avec tous les États membres qui seront là. Voilà, c'est en fait animé, les organisateurs c'est la France et le Costa Rica. Et donc on s'est dit quand même c'est dommage de ne pas profiter de l'expérience qu'on a pour mettre en place certaines activités. Et surtout la métropole avait envie qu'il y ait des actions pour les citoyens niçois et à travers eux pour le grand public. Donc on a bâti ce programme. Et là, j'en profite parce que l'équipe est là et ils ont fait un travail remarquable, je tiens à les remercier. Donc, il y a monsieur Christophe Juniac, là, qui est le directeur de l'innovation, un de ses bras droits, qui est monsieur Christian Gasquez, qui est, lui, le chef du service des nouveaux usages, puis Isabelle Reiser, qui est l'animatrice de la convention pour la métropole et avec qui je travaille en direct. Donc sur ce programme, il y a plusieurs volets. Alors, excusez-moi, on travaille aussi avec le Centre de découverte Mer et Montagne. Le CDMM. Voilà, qui est un acteur important, en particulier sur tous les volets, mais aussi, plus particulièrement peut-être sur les actions qui sont faites auprès des jeunes, qui ont un des 3 volets de ce programme.
Donc là, ce soir, bon, on est dans le volet des 6 conférences. On a décidé d'en faire une par mois. On arrive à la fin, on a commencé en novembre. La prochaine, ce sera en avril. Et en fait, je suis très content parce que ce soir, donc le scientifique, monsieur Benoît Messignac, c'est quand même quelqu'un qui vient du CNES, hein, qui faisait de l'orbitographie au tout début et qui maintenant est détaché dans un laboratoire, le LEGOS, qui est un laboratoire de géophysique et d'océanographie spatiale. Et en fait, il est spécialisé dans... en fait, il se sert du spatial, des données des satellites, pour essayer de regarder quels sont les impacts sur l'océan des changements climatiques. Donc c'était tout à fait dans le cœur des informations qu'on voulait vous donner et j'en suis très satisfait. Alors je vais me permettre une digression parce que cette semaine, j'ai pu, enfin au CNES, on organise un certain nombre de conférences et il y en a une qui était particulièrement intéressante, faite par un chercheur du CNRS, M. David Chaval-Arias, qui est un mathématicien et qui est aussi expert de l'analyse des données scientifiques, et qui a fait une conférence un peu troublante sur finalement la désinformation au niveau du climat dans les réseaux sociaux. Et en fait, il parlait de quelque chose qui est un peu paradoxal compte tenu de maintenant le nombre de phénomènes extrêmes là, qui arrivent de plus en plus rapprochés, du fait que les climato-sceptiques, enfin les idées climato-sceptiques avaient tendance à se répandre de plus en plus dans la société. Donc c'est bon, un peu inquiétant et c'est bien par rapport à des opérations. Alors lui, il avait accès effectivement son analyse sur le réseau X, là, ex-Twitter, et il a fait remarquer que il a remarqué, alors bon, c'est un scientifique, il a modélisé, il a fait des îlots entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et il a montré que depuis 2022, il y a vraiment une tendance. Donc c'est le moment où M. Elon Musk a acheté le réseau. Vous savez que c'est quelqu'un qui est pour une liberté totale, et donc il n'y a plus du tout de fact-checking. Ouais, voilà. En fait, tout le monde aura le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Et la conséquence, c'est qu'en fait, alors, il s'est amusé à compter le nombre de personnes qui tweetaient. Alors, ils appellent des gens qui sont plutôt réservés, on va dire, par rapport au changement climatique, par rapport à ceux qui le poussent. Et il a vu que le nombre de comptes était en augmentation, les avait même dépassés. C'était des gens qui étaient beaucoup plus virulents et qui maîtrisaient à la perfection tous les éléments de communication. Ils savaient mettre en place des robots, ils savaient manipuler un peu les opinions. Donc par rapport à ça, et je ne le savais pas quand on a monté la conférence, mais je me dis que vous avez eu bien raison de venir à la source, écouter un scientifique qui va vous donner des données sur lesquelles vous allez pouvoir vous faire votre opinion. Et je terminerai par ça, en fait, dans cette conférence, il donnait un des éléments, parce que vous allez voir ce soir, il y a beaucoup d'informations. Et bon, peut-être que vous allez avoir du mal à les classer. Enfin, je ne doute pas que vous soyez plus brillant que moi, mais moi, quand je l'ai écouté, j'ai vraiment été surpris par la masse d'informations. Et là, ce qui était dit à cette conférence, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez 2 sujets qui sont particulièrement tendance, on va dire, dans les affrontements entre les pour et les contre. C'était en fait, quelle est l'urgence des actions à prendre. Donc, voilà, il y a des positions qui sont quand même assez variées. Et puis, l'autre, c'était sur la sobriété aussi. C'était 2 sujets. Alors, si jamais, à la fin de l'exposé, au moins sur ces 2 thèmes, vous y voyez plus clair, personne n'aura perdu son temps. Et nous, on sera très contents d'avoir organisé cette conférence. Donc voilà, maintenant, je laisse la parole à l'expert, Benoît. Benoît Messignac. Merci Didier. Merci. Benoît Messignac, venez nous rejoindre. Bon, je vous en prie, installez-vous. Bienvenue. Donc, Benoît Messignac, climatologue au CNES, laboratoire Le LEGOS, et vous avez travaillé au sein du GIEC. Le GIEC, c'est cette organisation qui régulièrement fait des rapports sur l'état du climat et puis indique où on va et puis décrit des scénarios. On vous écoute. Oui. Alors, du coup, ce que je vous propose de présenter ce soir, c'est l'observation du changement climatique par les satellites. Donc, on entend beaucoup parler du changement climatique, souvent par les modèles. Et là, je vais prendre l'angle des satellites. Et vous allez voir que les satellites ont amené beaucoup de connaissances sur le changement climatique. D'abord, en premier, vous allez le voir à cause des impacts du changement climatique qu'on a tout de suite vu par satellite. Dès qu'on a envoyé des satellites assez rapidement après les premiers satellites, après Sputnik et les premiers satellites de bilan radiatif.
Et puis ensuite, je vous montrerai ce qui a été plus difficile parce que c'est plus subtil, c'est les satellites qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le changement climatique et qui nous permettent d'améliorer nos prédictions. Et puis on terminera par la grosse tendance actuelle, c'est des satellites qui nous permettent d'évaluer le risque. Donc je vous expliquerai ce qu'on entend par le risque et pourquoi on a besoin de satellites pour évaluer le risque actuel pour les populations. Alors, d'expérience, je vous propose de commencer en rappelant un peu comment fonctionne le changement climatique. Parce que d'expérience, les gens ont une vision un peu floue de ce que c'est que le changement climatique et on va en avoir besoin pour plusieurs éléments dans la présentation. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le climat? Donc, ce qu'on appelle le climat, ce sont les surfaces, ce qui forme le climat, ce sont toutes les surfaces qu'on a, les surfaces fluides qu'on a à la surface de la Terre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Typiquement l'atmosphère, l'océan, la cryosphère. Et puis on considère aussi les continents sur toute la partie où l'eau s'écoule. La cryosphère, c'est les glaces. La cryosphère, ce sont les glaces. Alors le système climatique reçoit son énergie du Soleil, que vous voyez ici, 300 watts par mètre carré, 340 watts par mètre carré à peu près. Et 70% de cette énergie rentre dans le système. 340 watts par mètre carré, et par quoi? Alors par mètre carré de la Terre. Oui, mais sur quelle durée? Alors, c'est une puissance, donc c'est par seconde. Ça fait 342 joules par seconde. D'accord, d'accord. Et on le compte en puissance. Et du coup, en permanence, le Soleil émet à peu près, alors ça change un petit peu au cours du temps, mais c'est très proche, c'est entre 341 et 342 watts par mètre carré en fonction de la distance à la Terre. Et 70% de cette énergie rentre dans le système et 30% sont réfléchis directement vers l'espace à cause de ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire c'est la réflexion, c'est les nuages, les glaces à la surface de la Terre qui réfléchissent la lumière. Cette énergie qui rentre dans le système, ces 70%, viennent réchauffer le système, la surface, alors l'atmosphère et la surface. Et quand un corps est réchauffé, l'atmosphère et la surface, il réémet. Il réémet de la lumière en infrarouge. C'est typiquement ce que vous avez avec ces radiateurs infrarouges de salle de bain. Vous savez, quand vous passez devant, vous sentez la chaleur. La Terre fait pareil, elle réémet dans l'infrarouge. Et alors, une part de cette énergie infrarouge est captée par l'atmosphère à cause de l'effet de serre. À cause des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère, le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et il y a aussi des gaz traces qui sont le CO2, et le méthane et d'autres gaz traces. Et une part repart vers l'espace. Si on laisse le système évoluer sans perturbation, et c'est ce qu'il a fait après la dernière déglaciation, et il arrive à un état d'équilibre, et c'est dans l'état dans lequel il a été depuis 5000 ans jusqu'à il y a environ 150 ans. Alors à ce moment-là, le système s'équilibre, et l'énergie réémise vers l'espace, ici en infrarouge, ici en visible, compense l'énergie qui est reçue par le Soleil. Si maintenant vous perturbez ce système, alors, il y a différentes perturbations. Par exemple, la Terre change d'orbite autour du Soleil. C'est arrivé il y a des millions d'années. Ça arrive tous les 150 000 ans. Si, par exemple, il y a des éruptions volcaniques, ou si, par exemple, on émet des gaz à effet de serre, nous, les hommes. Les éruptions volcaniques qui vont envoyer des poussières dans l'atmosphère, qui vont augmenter l'effet de serre? Alors, il va y avoir deux effets. En tout cas, ça va avoir un effet sur le climat. Voilà, exactement. Il y a deux effets. Les poussières vont en effet renvoyer le Soleil et diminuer la température, mais ils émettent aussi du CO2. Et il y a aussi un effet de serre. On va prendre un cas, le cas actuel, comme ça on avance sur le sujet. Les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc, si on émet des gaz à effet de serre, ici, on augmente l'effet de serre dans l'atmosphère. Si on émet des gaz à effet de serre type trace, CO2. En augmentant l'effet de serre, on diminue la quantité de rayonnement émis vers l'espace. La Terre reçoit toujours le même rayonnement du Soleil, 342 watts par mètre carré, mais elle en réémet moins vers l'espace. Comme elle en réémet moins vers l'espace, elle se met à stocker de l'énergie, puisqu'elle reçoit plus d'énergie que ce qu'elle renvoie. Et elle se met à stocker de l'énergie, et en stockant de l'énergie, elle va se réchauffer. En se réchauffant, la Terre va se mettre à émettre plus d'infrarouge. Et elle va réémettre plus d'infrarouge jusqu'à un moment où elle va émettre suffisamment d'énergie infrarouge pour compenser ce que l'on reçoit du Soleil. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ce n'est pas le cas en ce moment. Donc en fait, ce qu'on appelle le changement climatique, c'est le passage de cet état avec peu de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et un état froid, à un état dans lequel on a beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et on sera à l'équilibre à l'état chaud. Ce passage entre les deux, c'est un état transitoire et c'est ce qu'on appelle le changement climatique. Et il peut prendre, dans le cas de la Terre, il peut prendre plusieurs centaines d'années, on va le noter à la surface, et après pour que ça atteigne le fond de l'océan et toute la cryosphère, ça prend plusieurs milliers d'années. Donc là, on est dans un état transitoire, puisqu'on a émis des gaz à effet de serre, la Terre se réchauffe pour aller atteindre un nouvel équilibre dans le futur qui sera plus chaud. Alors quand on met un peu de gaz à effet de serre, ce gaz à effet de serre,
fait fonctionner un certain nombre de rétroactions dans le système Terre qui va faire augmenter la température plus qu'attendu. Si on met juste des gaz à effet de serre de CO2, la température, si on doublait la concentration de CO2, la température de la Terre n'augmenterait que de 0,6 à 0,8 degrés. Mais lorsqu'on augmente la température de la Terre, on augmente la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Parce que ça s'appelle une loi qu'on appelle la loi de Clausius-Clapeyron. Et du coup, on augmente les gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et du coup, on n'est plus à 0,9 degrés quand on double la quantité de CO2. On est déjà à peu près 1,8 degrés. Parce que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Parce que la vapeur d'eau est elle-même un gaz à effet de serre qui amplifie le phénomène. De la même manière, on fait fondre les glaces à la surface qui, elles aussi, amplifient. Et en fait, on est plutôt, aujourd'hui, on pense que si on prend la réponse des nuages, qui va légèrement amplifier, elle est incertaine, et on en reparlera tout à l'heure, on pense aujourd'hui légèrement amplifier le changement climatique. Les glaces de surface qui vont fondre, qui vont amplifier le changement climatique. La vapeur d'eau qui est l'effet le plus fort. On pense si on double la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on pense qu'aujourd'hui on est à peu près à 3 degrés d'augmentation de température de surface. Par rapport au début de la révolution industrielle. Par rapport au début de la révolution industrielle, 1850. Et donc, on va en reparler tout à l'heure. Il y a une incertitude sur cette augmentation qui est assez forte et qui vient en particulier de la réponse des nuages. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est si on double la quantité de gaz à effet de serre. Si on double la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par rapport à ce qu'on avait avant de l'ère industrielle. Et aujourd'hui, on en est où ? Aujourd'hui, on est à 1,5 degré de réchauffement et on a à peu près, on n'est pas encore un doublement de CO2, mais on n'est pas loin. On est quasiment, d'ici 10 à 20 ans, on devrait avoir doublé en CO2. Si on continue sur la trajectoire actuelle. Alors, donc si je reviens sur comment fonctionne le changement climatique, donc lorsqu'on a émis des gaz à effet de serre, on a diminué la quantité d'énergie émise par la Terre vers l'espace, et du coup la Terre stocke de l'énergie. Alors où va cette énergie ? 93% de cette énergie va dans l'océan. Pourquoi ? Pour une raison très simple. L'océan a une capacité calorifique beaucoup plus grande que le reste du système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'expérimentez tous les matins. Vous prenez un café, et d'ailleurs, mettez un petit film plastique sur votre café le matin, vous le mettez au micro-ondes, vous le faites chauffer, vous le sortez, vous enlevez le plastique, vous mettez votre doigt dans l'air, vous n'allez pas vous brûler. Vous mettez le doigt dans le café, vous allez vous brûler. Pourquoi ? Parce que c'est l'eau du café qui va capter toute l'énergie lorsque vous réchauffez votre café. La Terre, c'est comme une tasse de café. Vous mettez de l'énergie dedans, c'est l'eau qui va capter l'énergie parce qu'elle a une capacité calorifique bien supérieure à tout le reste du système. Ça, c'est un chiffre très très étonnant, il faut bien le comprendre parce que c'est absolument incroyable. C'est que la quantité de chaleur supplémentaire qui arrive dans l'atmosphère en raison des gaz à effet de serre, cette quantité supplémentaire, il y en a 93% qui est absorbée par l'océan. Donc oui. Les 7%, ce sont les 7% qui nous embêtent, quoi. Exactement, ce sont les 7% qui nous embêtent. Et si la Terre n'avait pas d'océan, aujourd'hui, le réchauffement de la Terre serait bien supérieur à celui qu'on connaît. Et on aurait réagi beaucoup plus vite au changement climatique. C'est parce que l'océan ralentit énormément le changement climatique en absorbant quasiment la totalité du réchauffement. Alors les 7% qui nous embêtent, pourquoi ? Parce que 4% rentrent dans la cryosphère et vient faire fondre les glaces, en particulier les glaces continentales, mais aussi les glaces des calottes polaires, de Groenland et l'Antarctique, on en reparlera après, et ça c'est très inquiétant. Et 3% viennent réchauffer les continents, la surface et l'atmosphère. Et c'est eux qui font réchauffer cette surface de la Terre et qui vont faire tous ces changements de précipitation, les changements de température avec des événements extrêmes, en particulier en termes de précipitation et de température. Alors, c'est cette énergie, lorsqu'elle vient dans le système, qui fait ce que les gens appellent les dérèglements climatiques. Quand l'énergie rentre dans l'océan, elle vient réchauffer l'océan et elle fait dilater l'océan et elle fait augmenter le niveau de la mer. Dilater, ça veut dire que j'ai toujours la même quantité d'eau, mais cette eau prend plus de place. Exactement, parce qu'elle se réchauffe. Exactement comme un ballon d'air se dilate lorsqu'on le réchauffe. De la même manière, lorsque l'énergie rentre dans les calottes polaires et dans les glaciers, elle fait fondre les calottes polaires et les glaciers, rajoute de l'eau à la mer et fait augmenter le niveau de la mer. Lorsque l'énergie rentre dans la surface de l'océan, dans les continents et dans l'atmosphère, elle fait augmenter la température de surface. Et lorsqu'elle se redistribue dans l'atmosphère, et on verra que c'est très important la manière dont elle se redistribue dans l'atmosphère, elle va changer les nuages en particulier, les précipitations, et elle va générer des précipitations intenses, des sécheresses, et en particulier, elle va faire évoluer ce qu'on appelle les patterns de précipitation, c'est-à-dire la distribution des précipitations sur la planète.
Alors, dans ces impacts, il y a deux types d'impacts. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Et qui sont à la base de ce que l'on a écrit dans le rapport du GIEC. Il y a le premier impact, ceux que vous voyez régulièrement, vous voyez d'une année sur l'autre. Vous vous en rendez compte en général l'été. Pourquoi ? Parce que l'été, comme il fait chaud, lorsqu'on a une augmentation de température globale, ça augmente les événements extrêmes que l'on a en général au cours de l'été. Et ça, ce sont des impacts qui progressent au cours du temps de manière assez régulière à mesure que le système climatique se réchauffe. Il y a un deuxième type d'impact, qui sont des impacts beaucoup plus inquiétants, qu'on appelle des points de bascule dans le système climatique. Ce qu'on appelle des points de bascule, c'est un moment où le système, lorsqu'il est engagé dans un changement, le système se met à emballer lui-même le changement. Il y a deux points de bascule très importants globaux qui sont à courte distance, où on sait qu'on pourrait les déclencher avec nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la fonte des pergélisols, qui se situent, je vais vous expliquer après ce que c'est, qui sont en fait les sols gelés qui sont à haute latitude en Sibérie et au Canada, et la fonte des calottes polaires, et en particulier de l'Antarctique, des calottes de glace qui s'écoulent vers la mer en Antarctique et au Groenland. Alors, par exemple, dans le cas des pergélisols, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un point de bascule ? Si les pergélisols se mettent à fondre, comme ces sols ont été gelés pendant des milliers et des milliers d'années, ces sols contiennent énormément de matière organique qui vient de la toundra et des forêts qui se sont décomposées. Donc la matière organique, c'est du bois décomposé, c'est des herbes, des etc. mousses, du bois. C'est tout ce qui est biologique, végétal. Exactement. Et qui n'a pas été décomposé par la biologie, par la microbiologie, parce que c'était dans des sols gelés. Lorsque ces sols vont dégeler, la microbiologie va consommer cette matière organique et générer du CO2 et du méthane elle-même toute seule. Et on sait que dans ces pergélisols, il y a l'équivalent de 2 fois ce que l'on a déjà émis depuis le début de l'ère industrielle. Ce qu'on a déjà émis comme gaz à effet de serre depuis le début de la révolution industrielle, en fait, il y a un stock qui est 2 fois supérieur à cela dans les pergélisols canadiens et sibériens. Et sibériens. Exactement. Et ça veut dire que à mesure que la Terre se réchauffe, les pergélisols vont fondre et le système va se mettre à émettre lui-même des gaz à effet de serre et du méthane. Et potentiellement 2 fois plus que ce que nous avons émis. Ça, c'est ce qu'on appelle un point de bascule, parce qu'une fois qu'on a déclenché la fonte des pergélisols, on ne peut plus l'arrêter, et le système se met à s'emballer lui-même et à se réchauffer par cette fonte. Et c'est quelque chose qui, si ces points de bascule sont déclenchés, c'est quelque chose que l'on laisse aux générations suivantes. Elles ont un problème qui est encore plus important que le nôtre, c'est que même sans émettre, le système va émettre à leur place beaucoup plus de gaz à effet de serre, potentiellement, que ce que nous-mêmes avons émis. Je me permets de vous interrompre, Benoît, parce que cette notion de point de bascule, quand on vous entend, c'est super inquiétant. Et on se dit, mais alors, alors, ce qu'il faut ajouter là, c'est quand même la notion temporelle, parce que ce sont des phénomènes, effectivement, qui, quand ils commencent à se déclencher, on ne peut pas les arrêter, apparemment, mais ça va prendre quand même beaucoup, beaucoup de temps. Alors, ces points de bascule, il y a 2 temps caractéristiques qui sont importants à prendre en compte. Le premier, c'est le temps où on déstabilise le système. Et ça, c'est un temps caractéristique court. On sait que si on passe les 2 degrés, et c'est pour cette raison qu'on a mis la limite des 2 degrés dans le rapport du GIEC, on sait que si l'on passe les 2 degrés, il y a un certain nombre d'éléments, donc je reviendrai sur lesquels, en particulier la partie australe des pergélisols et certains bassins versants d'Antarctique et du Groenland que l'on va déclencher. Une fois qu'ils sont déclenchés, ils sont déclenchés. Vous pouvez arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, vous pouvez refroidir le système est déclenché et il va émettre du gaz à effet de serre, ou dans le cas des calottes polaires, il va faire fondre, ces bassins versants vont s'écouler vers la mer. Dans ces régions-là spécifiques, pas forcément tous les pergélisols à la surface du globe. Alors, l'inquiétude qu'on a, c'est qu'il faut déclencher le minimum de pergélisols possible. Une fois qu'ils sont déclenchés, ils sont déclenchés. Et ça peut arriver à très court terme. Très court, c'est quoi, 10-20 ans ? D'ici à 2100. 2100. Un certain nombre. Voilà, c'est ça. D'ici à 2100. Donc il faut comprendre que dans l'esprit de Benoît Messignac, très court terme, 2100, c'est du très court terme. 2100, c'est du très court terme parce qu'aujourd'hui, être en dessous de 2 degrés à 2100, on n'est pas sur la trajectoire. Et il faudrait faire plus d'efforts aujourd'hui. Il faut avoir conscience que c'est les efforts d'aujourd'hui qui pourraient nous permettre d'être en dessous de 2 degrés en 2100. Donc c'est vraiment du présent en termes d'émissions pour être à 2 degrés en 2100. Donc ça, c'est le premier temps caractéristique. Le deuxième temps caractéristique, c'est une fois que ces points de bascule sont déclenchés, ils vont se déclencher d'autant plus vite que le système se réchauffe plus vite. Donc si on arrive à se stabiliser et qu'on arrive à diminuer le réchauffement, l'écoulement, par exemple, des calottes polaires dans la mer va se réaliser sur des temps beaucoup plus longs. Ça pourrait se réaliser sur 500 ans au lieu de se réaliser sur une centaine d'années.
Quand on parle de l'écoulement des calottes polaires, on parle de bassins versants qui contiennent l'équivalent de 2 à 3 mètres, au total de 7 mètres. On pense qu'on peut déstabiliser l'équivalent de 7 mètres d'équivalent niveau de la mer dans les calottes d'Antarctique et du Groenland. D'ici 2100... Concrètement, ça veut dire un océan qui 7 s'élèverait partout à la surface du globe. Les océans s'élèveraient de 7 mètres. 7 mètres plus haut. 7 mètres plus haut. Mais ça, c'est à quel horizon? Alors, on pourrait déclencher des bassins versants qui contiennent 2 à 3 mètres d'ici à 2100. Et par contre, ces bassins versants, selon le forçage, vont délivrer ces 2 mètres à 3 mètres de niveau de la mer en 100, 200 ou 500 ans. Donc ça, c'est la fonte des calottes polaires qu'on pourrait ne pas parvenir à... Mais comprenez bien l'enjeu. Lorsqu'on parle Arrêtez. de 2-3 mètres de niveau de la mer, on parle de défis énormes pour des villes comme New York, Londres, Shanghai. On déplace une ville Nice. peut-être en 500 ans. Nice, bien sûr. Excusez-moi. Suis-je bête? Après, Nice, probablement, on le déplacerait plus vite que New York ou que Londres. C'est la bonne nouvelle de la plus petit, soirée. Mais il vaut mieux avoir 500 ans pour déplacer une ville qu'avoir 100 ans. Alors, un autre élément qui est très important, que je veux que vous compreniez, pourquoi est-ce que c'est clé, ce tipping point, c'est vraiment... Tipping point, c'est des points de C'est bascule. les points de bascule en anglais. C'est vraiment ça qui a déterminé ces 2 degrés dans le rapport du GIEC. Et pourquoi c'est clé? C'est qu'on en parle parce qu'on les a vus dans le passé. On a des preuves que ça a existé dans le passé. On a même des preuves, par exemple pour les calottes polaires, on a des preuves que les calottes polaires ont perdu de la glace de manière beaucoup plus rapide encore que ce que l'on prédit aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à reproduire il y a à peine 11 000 ans. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de le reproduire. Donc on sait que ces points de bascule... Reproduire, c'est reproduire en simulation. En On ne simulation. sait pas ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qu'on ne comprend pas Qu'on ne connaît aujourd'hui, pas, ouais. qui potentiellement peuvent rendre ces phénomènes plus rapides que ce qu'on pense. Donc voilà, vous avez vraiment ces 2 types d'impacts. C'est-à-dire ces impacts continus, ceux avec lesquels on fait ce qu'on appelle les études de coût-bénéfice. On se dit, on va s'adapter, et en face, on a des émissions de gaz à effet de serre où c'est très cher de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi cher de s'adapter, donc on fait des coûts-bénéfices, et ça marche bien lorsqu'on regarde les impacts d'une année sur l'autre. Mais les points de bascule sont des impacts très particuliers qui, eux, changent la donne, puisque le système peut s'emballer tout seul. Et c'est eux qui ont fixé cette limite à 2 degrés, parce que nos modèles au-delà de 2 degrés ont du mal à nous dire l'intensité et l'importance de ces points de bascule, quand est-ce qu'exactement ils vont être déclenchés. Alors, passons aux satellites. Vous avez à peu près là une vue de comment fonctionne le changement climatique. Alors les satellites, la première utilisation qu'on a eu des satellites pour observer le changement climatique, c'est d'abord les impacts. Parce qu'en fait, dès qu'on a envoyé les satellites dans l'espace, assez rapidement, 10 ans après les premiers satellites, on a commencé à voir que le climat n'était pas dans un état stationnaire. Il était en train de dériver. Et en particulier, on l'a vu sur les températures de surface qu'on peut mesurer. Aujourd'hui, alors les mesures les plus précises qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à des radiomètres que vous voyez en bas à gauche. C'est des instruments qui sont montés sur Sentinel-3. Donc ça, c'est un instrument de l'ESA qui va mesurer l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne, bien sûr, excusez-moi, et qui va mesurer les radiances à la surface de l'océan et à la surface de la Terre, et qui mesure les températures que vous voyez en haut à droite. Donc vous avez ici ces températures. Rouge, c'est chaud, et bleu, c'est froid. Alors le froid, il est... Alors ici, on est en degrés Celsius, et vous voyez, vous voyez cette respiration nord-sud, qui est le cycle annuel du Soleil. Et si vous regardez entre le début et la fin, vous verrez que les cartes deviennent un peu plus rouges. Alors, les mesures satellites ne sont pas arrivées au milieu d'une ignorance totale. On avait un certain nombre de mesures qu'on appelle des mesures in situ, qui sont faites en particulier pour la température avec des thermomètres qui étaient situés sur l'ensemble de la planète. Et ces mesures-là, comme elles sont in situ et elles sont plus étalées, on avait des doutes sur notre capacité à bien maîtriser les dérives quand on faisait des moyennes globales. Et vraiment, la force des satellites, c'est qu'avec leur observation globale, nous ont permis de voir que cet état transitoire du climat qu'on soupçonnait avec nos données in situ a été complètement confirmé par les satellites. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est la courbe d'évolution de la température globale par satellite en rouge. Et vous voyez, en fait, superposée en dessous, enfin, du coup, elle est superposée, cette courbe, sur une courbe en dessous grise et noire, qui, elles, sont tirées de mesures in situ.
Et vous voyez à gauche les mesures in situ lorsque l'on revient jusqu'au début de l'ère industrielle en 1850. In situ, c'est au sol, hein, c'est ça que ça veut dire. In situ, c'est celles qui sont faites directement dans le système climatique. Dans le système climatique, donc et non pas depuis l'espace. In situ, à l'intérieur même et pas depuis l'espace en le regardant de l'extérieur. Et donc vous voyez qu'il y a un très bon accord entre ces mesures in situ et puis ces mesures satellites. Et vous voyez l'évolution de la température depuis 1850. Alors, la température, l'énorme avantage des satellites, c'est qu'on peut aller chercher la température, en particulier dans des endroits reculés, et en particulier, bien sûr, dans les régions boréales, là où il y a les pergélisols. Et on voit que déjà, sur les parties les plus australes de ces pergélisols, c'est-à-dire les parties les plus au sud, on voit déjà qu'en surface, le pergélisol commence à fondre. Et du coup, on peut observer ça par satellite et le suivre au fur et à mesure. Autre observation qu'on a très rapidement identifiée comme une signature du changement climatique, c'est l'observation du niveau de la mer. On a envoyé très tôt des radars sur des satellites. Donc là, vous avez un exemple de radar embarqué sur Jason 3, qui a été envoyé par le CNES et la NASA dans les années 2010. Et donc ce radar, il émet une onde que vous voyez descendre vers la surface de la mer et qui revient jusqu'au satellite. Et cette onde, excusez-moi, je vais juste vous le remettre. Et cette onde, en fait, on mesure le temps de propagation de cette onde. Hop là. Oh, je ne peux pas vous le remettre. Mais on mesure le temps de propagation de cette onde entre le satellite et le niveau de la mer. Et avec ce temps de propagation, on en déduit la distance entre le satellite et le niveau de la mer. Et grâce à ça, on peut mesurer le niveau de la mer. Alors, les premières estimations ont été faites, vous voyez, très tôt. Hein, c'était au milieu des années 70 avec GEOS 3 qui était sur la station internationale. Et puis, il y a eu une révolution grâce au CNES et à la NASA. En 1993, on a mis des GPS sur les satellites, ce qui nous a permis d'avoir l'orbite très précise des satellites. Et on a mis des radiomètres qui permettent d'avoir l'humidité de la colonne atmosphérique qui, elle, ralentit l'onde radar. Et comme elle ralentit l'onde radar, elle nous donnait une erreur sur notre estimation. Et en mettant ces radiomètres et ces GPS, on a réussi à avoir une estimation du niveau de la mer de l'ordre de 10 cm avec Topex en 1993. Et ensuite, Jason, les altimètres suivants, on a aujourd'hui une mesure du niveau de la mer pour chaque mesure de l'ordre de 1 cm. Une précision de 1 cm pour chaque mesure. Évidemment, si je fais des millions et des millions de mesures, je réduis la certitude. Exactement. Et donc, lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait... en fait, le satellite fait le tour de la planète environ en 10 jours. Et il fait des centaines de milliers de mesures, hein, parce que ce sont des mesures qui sont faites à 1 Hz, c'est-à-dire qu'on a à 20 Hz, hein, on a 20 mesures par seconde. Et lorsqu'on combine ces mesures, les erreurs aléatoires de ces mesures, elles s'effacent, et on obtient une évaluation de la hausse du niveau de la mer avec une précision de 0,3 mm par an à l'échelle globale, et on observe ça depuis 2015. Et on observe que le niveau de la mer augmente, et il augmente parce que il augmente à la vitesse de 3,32 mm par an, ce qui est considérable, c'est à peu près 15 fois supérieur à ce qu'on pourrait observer comme variation naturelle lorsque le climat est à l'équilibre. Et c'est dû au fait que les glaces fondent et ajoutent de l'eau à l'océan, et que l'océan se dilate. Plus 3 mm par an, c'est-à-dire plus 1 cm tous les 3 ans, alors presque. Exactement. Alors aujourd'hui, on est, c'est ça. Et depuis l'ère industrielle, le début de l'ère industrielle, le niveau de la mer a pris environ 32 cm et il accélère. Aujourd'hui, il accélère comme le prédisent nos modèles, et il accélère à cause de la fonte accélérée des glaces, en particulier des calottes. De la fonte des calottes polaires. Donc là, ce que je vous montre, c'est que pour le niveau de la mer, comme pour les températures, l'enregistrement satellite, que l'on voit ici en noir, est en accord avec l'enregistrement des marégraphes, qui sont des mesures que l'on fait dans les ports. Et on a des enregistrements marégraphes historiques que vous voyez ici sur la partie gauche, qui reviennent jusqu'en 1850. Hein, les premières mesures marégraphiques, c'est Brest, 1780, je crois. Et des mesures systématiques, c'est à peu près à partir de 1850 pour des raisons militaires. Et vous voyez que on a cette accélération de la hausse du niveau de la mer. Alors cette accélération est due, comme je vous l'ai dit, à la dilatation de l'océan, mais surtout ce qui nous inquiète le plus, c'est à la perte de masse des calottes polaires. Et on peut observer ces calottes polaires grâce aux satellites. Vous avez ici la trace des satellites sur les calottes polaires qui viennent mesurer, ces mêmes satellites d'altimétrie radar, qui viennent mesurer la hauteur de la calotte polaire. Et en regardant comment la calotte polaire diminue de hauteur, on en déduit la quantité d'eau que ces calottes polaires vont amener à l'océan. Et c'est ce qu'on fait sur l'Antarctique, comme vous venez de voir. Et on voit que l'Antarctique de l'Ouest, qui est la partie qui pourrait être déstabilisée aujourd'hui,
ici, l'Antarctique de l'Ouest, qui est la partie qui pourrait être déstabilisée, qui contient l'équivalent de 6 à 7 mètres d'eau de niveau de la mer, où on voit que c'est celle qui est en train de perdre le plus vite sa masse aujourd'hui. On a la même chose de l'autre côté de l'hémisphère, sur le Groenland, où on mesure aussi sur le Groenland une diminution de l'élévation de la calotte qui vient de cette fonte en particulier le long des côtes groenlandaises. Alors, quand on mesure l'élévation de ces calottes, on a une inconnue, c'est la densité de la glace. Et on a besoin de connaître cette densité de la glace pour savoir exactement quelle quantité de glace part vers l'océan. Alors on fait ça grâce... Dans un même volume, je peux avoir beaucoup de glace ou peu de glace. Exactement. Si la glace est dense, lorsque la glace a été très... Alors vous le si elle a été compressée, il y a peu de bulles d'air à l'intérieur, etc. Exactement. Vous l'expérimentez quand vous allez au ski. Hein. Quand il y a de la poudreuse, vous avez une bonne couche de poudreuse qui contient pas beaucoup de glace. Et en dessous, la neige qui a été damée est très dense. Et donc pour une même hauteur, vous avez quand même beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de glace. Et on a besoin de mesurer cette densité pour pouvoir avoir une idée précise de la quantité de masse d'eau qui rentre dans l'océan et qui fait augmenter le niveau de la mer. Et pour faire ça, on le fait avec une paire de satellites qu'on appelle, qui s'appelle Grace. La mission s'appelle Grace, mais les satellites, on les appelle Tom et Jerry. Parce que deux satellites. C'est deux satellites qui sont sur la même orbite, l'un derrière l'autre. Et on mesure la distance entre ces deux satellites, puisque Tom court après Jerry, ou dans l'autre sens, je me souviens jamais. Logiquement, c'est le chat qui court après la souris, donc c'est Tom qui court après Jerry. Donc c'est bien Tom qui court après Jerry. Et donc, en mesurant la distance entre ces deux satellites, donc ces deux satellites, lorsqu'ils passent au-dessus d'une montagne, le premier, lorsqu'il arrive près de la montagne, est attiré par la montagne et se met à accélérer, donc va un peu plus vite. On voit l'accélération. Et le deuxième, lorsqu'il arrive, le deuxième rattrape son retard lorsqu'il est attiré lui-même par la montagne. Et lorsqu'on mesure ces variations de densité, si la montagne est enneigée, on va avoir des variations de distance entre les satellites qui est plus grande que si la montagne n'est pas enneigée. C'est incroyable, il y a un effet sur la rapidité d'un satellite par rapport à l'autre, parce que simplement une montagne est présente d'abord, et puis ce qu'on va mesurer, c'est la quantité de neige sur cette montagne en mesurant la vitesse avec laquelle un satellite se rapproche de la montagne. Exactement. Quoi. Alors pour ça, bien sûr, il faut un niveau technologique assez élevé. On mesure la position relative des satellites au nanomètre près. Le nanomètre, c'est le millionième de mètre. Le millième de millimètre. C'est le milliardième. Oui, c'est le millionième de mètre. C'est le millionième de millimètre. Ah, le millionième de millimètre. On est au milliard. De mètre. Donc, il faut une grande précision. Et lorsqu'on passe au-dessus des calottes, on voit la perte de masse des calottes polaires. Et en particulier, c'est ce qui nous permet d'avoir les variations de densité de cette calotte polaire et d'observer ces variations de densité que l'on peut combiner avec les variations d'élévation pour avoir une idée des courants. Et on voit les glaces qui viennent s'écouler vers la mer des calottes polaires. Que vous voyez ici, la glace qui vient s'écouler le long des bassins versants. Et vous avez ici les bassins versants qui nous inquiètent le plus. Ce sont les bassins versants de l'ouest de l'Antarctique qui viennent, qui aujourd'hui pourraient être déstabilisés assez rapidement. Alors ce que vous voyez ici, ce sont les courbes que l'on fait. Alors on a aussi des enregistrements. Alors on a peu de mesures dans le passé, quasiment pas dans l'Antarctique. Vous voyez qu'en Antarctique, on part à partir de 1993. Les premières mesures viennent des mesures satellites. Les mesures de perte de masse du Groenland, on en a beaucoup plus tôt grâce aux orthophotos, en particulier faites par le Danemark, qui déjà à l'époque voulait avoir une très bonne idée de la côte du Groenland pour ne pas avoir de problème d'invasion par des ennemis qui n'étaient pas de l'autre côté de l'Atlantique à l'époque, c'était plutôt en Europe. Et du coup, ces orthophotos nous ont permis de reconstruire. Il y a eu des mesures in situ du Danemark et puis après de nombreuses orthophotos ont permis de reconstruire l'évolution de la calotte polaire du Danemark. Et vous avez ici des mesures satellites qui commencent à partir de 1993. Et vous voyez que l'ouest de l'Antarctique perd rapidement de la masse, ce qui est la partie la plus inquiétante. Alors on peut utiliser les mêmes techniques avec les glaciers. Je vais passer rapidement. Sur les glaciers, on peut aussi mesurer les glaciers grâce à Tom et Jerry. On mesure aussi les glaciers par altimétrie et aussi par des glaciologues qui vont sur place. Et on observe depuis 1850 une diminution drastique des glaciers que vous voyez ici. Il y a eu une augmentation des glaciers. Montrez-nous la diminution. Elle est d'ici à ici. Ah d'accord, c'est ce mur-là. C'est ce mur-là. Et cette augmentation que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire qu'on retrouve bien. C'est cette période froide et qui a eu, parce qu'il y a eu une activité solaire moindre, qui a eu lieu en 1500. Et vous avez ici cette descente. Oui, parce qu'il faut bien voir l'axe, je dirais, temporel. Là, c'est l'an 500, l'an 1000, l'an 1500. Voilà, donc, ce qui explique que la chute soit si brutale. Et la chute est extrêmement brutale. Ce que vous revoyez ici avec les mesures. Alors,
on ne voit pas seulement... Les satellites nous permettent de voir cet impact, nous permettent de voir non seulement le changement physique du climat, mais aussi son changement biologique. Et cet impact, on voit par exemple, en particulier, quelque chose que prédisaient nos modèles, c'est un verdissement de la Terre. Alors pourquoi la Terre se verdit? C'est parce qu'avec le réchauffement, à moyenne et haute latitude, la durée de croissance augmente pour les plantes, ce qui leur permet de faire plus vite, plus tôt et plus tard de la chlorophylle. Et puis la fertilisation grâce au CO2 dans l'atmosphère leur permet de grandir plus. Et du coup, on voit la Terre verdir. Et dans toutes ces régions... Plus de plantes, plus de couvert végétal sur la Terre. Plus de couvert végétal sur la Terre. Grâce, entre guillemets, au changement climatique. Partout, dans tous les endroits où la quantité d'eau est suffisante et où les variations des précipitations n'ont pas rendu l'eau un problème pour les croissances des plantes, on a un verdissement de la planète. C'est quelque chose, encore une fois, c'est quelque chose que l'on observait depuis longtemps, avant les satellites, qu'on observait depuis le XXe siècle. Vous le connaissez très bien, la plupart des gens l'ont entendu voir avec des données, ce que j'appelle in situ, typiquement la date de floraison des cerisiers au Japon, que vous avez ici. Voici la date de floraison de 1400 enregistrée, et cette date de floraison, à partir du 19e siècle, commence à diminuer drastiquement. Aujourd'hui, n'allez plus en mars voir la floraison des cerisiers au Japon, c'est en avril. De la même manière, la date de vendange, que vous connaissez tous cet enregistrement, que l'on connaît, qui est enregistré depuis 1400, les dates de vendange ont été largement avancées au 19e siècle pour éviter d'avoir trop d'alcool dans les vins parce que le raisin devenait trop chaud et devenait trop mûr. Et c'est quelque chose que l'on voit partout dans le monde avec d'autres espèces, donc on va pas toutes les faire, on pourra en parler après si vous voulez, mais il y a tout un tas d'autres espèces de fruits et de fleurs où on a vu très nettement à partir de 1900 un changement dans la réponse des végétaux, et à partir de 1950, une accélération que l'on voit s'accélérer encore plus à partir des années 90. Alors ça, c'est la partie qui était la plus visible, et c'est essentiellement des résultats des années 80-90. Aujourd'hui, on utilise les satellites pour comprendre et prédire le changement climatique. Alors, nous, pour comprendre, parce qu'en tant que scientifique, ce qui nous intéresse, c'est comprendre. Pourquoi la société nous donne autant de moyens? C'est parce que ce que voudrait la société, c'est surtout qu'on arrive à mieux prédire le changement climatique. Et vous allez voir que la clé pour mieux prédire le changement climatique, c'est comprendre comment l'énergie rentre dans le système, comment elle se déplace dans le système et comment elle se traduit sous forme d'impact. Moi, plutôt que prédire, j'aimerais bien le contrecarrer. Oui, Alors ça, c'est un problème sociétal et pas un problème scientifique. Ah bon, et vous avez entièrement raison. Et c'est des décisions qui doivent se prendre au niveau sociétal. Et en effet, il faut réagir vite. Prédire pour contrecarrer. Alors les mêmes conséquences, les mêmes causes ont les mêmes conséquences. Dans le futur, pour essayer d'avoir une idée de ce qui va se passer et pour essayer de prédire, on fait un certain nombre de scénarios de comment les populations vont évoluer, comment vont évoluer leur niveau de vie, leur niveau de consommation, et on en déduit une quantité de gaz à effet. Et puis, les choix politiques qui vont être faits, on prend différents types de choix politiques, et on en déduit une certaine quantité de gaz à effet de serre qui vont être émises. Et ces quantités de gaz à effet de serre, on les traduit après en concentration dans l'atmosphère, et c'est ce que je vous présente ici, en fonction des différents scénarios. Et le GIEC a choisi 5 scénarios de base, qu'on appelle les core scénarios. Ce sont les scénarios qui balayent à peu près ce qu'on peut imaginer comme futur. Un scénario qu'on appelle business as usual, on ne change rien. Et puis vous avez le scénario de la COP 21, c'est-à-dire le scénario de l'accord de Paris, c'est le 2.6, où on diminue nos émissions de gaz à effet de serre pour rester en dessous des 2 degrés. Et un certain nombre de scénarios intermédiaires qui sont des scénarios liés à des évolutions démographiques et économiques et politiques du monde entre ce scénario business as usual et un scénario de la COP 21. Et vous avez le scénario de la COP 21 optimiste, celui qui reste en dessous de 1,5 degré en 2100. Alors ces scénarios se traduisent tous par une augmentation de température, bien sûr, de surface, et par une augmentation de l'ensemble des impacts du changement climatique. Alors, une augmentation par rapport à aujourd'hui. Hein. Une augmentation par rapport à aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que dans le scénario, même dans le scénario de la COP21, ce qu'on a comme objectif, c'est une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on émette autant de gaz à effet de serre que la quantité de gaz à effet de serre qui est consommée par la végétation et par l'océan.
Donc il n'est pas question de mettre zéro émission. Si on faisait zéro émission de gaz à effet de serre... Pour être tout à fait clair, effectivement, il y a ce qu'on appelle des puits de carbone, des zones qui absorbent le carbone de l'atmosphère. On pense à la végétation, l'océan aussi. L'océan essentiellement, voilà, tout à fait. Récupère du carbone. Il y a du carbone qui va se dissoudre à l'intérieur de l'océan. Donc ça, c'est des puits. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on voudrait, dans ce scénario, émettre autant de carbone que ce que les puits sont capables d'absorber. Exactement, afin de stabiliser les concentrations dans l'atmosphère. Stabiliser les concentrations, le forçage radiatif, l'effet de serre des gaz reste présent. Et, le temps que le système s'ajuste, eh bien, la température met très longtemps avant de diminuer. Elle met à peu près, si aujourd'hui on suit la COP21, la température de surface va commencer, le déséquilibre énergétique va diminuer assez vite. Au bout de 10 à 15 ans, on pense détecter une diminution du déséquilibre énergétique. C'est-à-dire que le déséquilibre va commencer à se refermer en haut de l'atmosphère. Mais la température de surface va diminuer qu'à partir de 2070. Et donc, c'est pour ça que sur tous les scénarios, dans les prochaines décennies, la température augmente et les impacts augmentent. Il y a un gap entre le moment où je suis vertueux du point de vue de mes émissions de gaz à effet de serre et le moment où les températures cessent d'augmenter. Tout à fait, parce que nous, on vit à la surface et que le système à la surface met un certain temps à répondre. Pour l'océan, le système met encore plus de temps à répondre. Comme vous avez vu, l'océan capte toute l'énergie. Le niveau de la mer, dans tous les scénarios, alors je ne les ai pas là, mais je vous le montrerai, dans tous les scénarios, le niveau de la mer continue à monter pendant des centaines d'années. Parce que comme c'est l'océan qui capte l'énergie, il va la capter encore pendant longtemps. Les glaces, comme elles mettent très longtemps à répondre, elles vont encore fondre pendant longtemps et donc apporter de l'eau à l'océan. Alors la clé pour nous, c'est de comprendre ce bilan énergétique de la Terre, c'est-à-dire l'énergie qui rentre, comment cette énergie qui rentre est renvoyée vers l'espace, quelle partie est absorbée, vient réchauffer la surface et l'atmosphère, et quelle partie repart vers l'espace. La clé, c'est de comprendre donc ce déséquilibre énergétique. Aujourd'hui, on reçoit 340 watts par mètre carré, on en réémet 239. Le changement climatique, c'est 1 watt par mètre carré. C'est une toute petite quantité par rapport à ce qu'on reçoit en permanence. Mais elle se stocke dans le système. C'est pour ça qu'elle crée des problèmes au cours du temps, à mesure qu'on la stocke. Et c'est pour ça qu'elle était difficile à détecter, le changement climatique. C'est que d'une saison à l'autre, le changement climatique est petit par rapport à quand on passe d'une saison à l'autre. Mais comme il se stocke d'une année sur l'autre, au bout de 10 ans, 20 ans, on en voit l'effet. Et l'effet aujourd'hui, 150 ans plus tard, est très important. La clé pour comprendre ce système, c'est de comprendre comment la température est répartie sur la verticale dans l'atmosphère. Car c'est cette température-là qui va fixer la réponse des nuages, de la vapeur d'eau, et de la surface. Et en fixant cette réponse-là, c'est celle qui va nous dire quelle quantité d'énergie la Terre va renvoyer vers l'espace. Alors pour ça... Pour être tout à fait clair, enfin, ce schéma qu'on voit là, en fait, les chiffres ne sont pas complètement certains. Hein, quand on dit on en réémet 239 là avec en violet, etc. En fait, il y a beaucoup de phénomènes qui risquent de se produire, notamment autour des nuages, et il y a beaucoup d'interrogations sur voilà, la réponse des nuages notamment, etc., la quantité d'énergie qui va être finalement stockée, ou en tout cas la manière dont les températures vont augmenter, jusqu'à quelle vitesse, etc. Alors voilà, l'incertitude. Alors aujourd'hui, l'incertitude que vous avez là, ce que vous voyez ici, hein, ce schéma-là, au contraire, celui-ci, on en est certain, c'est celui qui est déterminé par les mesures actuelles, et c'est la situation actuelle du système. On en est certain à hauteur des incertitudes que je vous mets là. Système actuel, c'est ça. Ça, c'est actuel, et c'est fait grâce à nos satellites. L'important, c'est de comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres-là, pour pouvoir comprendre comment ça va évoluer dans le futur. Et la grosse incertitude, celle que vous voyez là, vous voyez ces barres, ces enveloppes sont les incertitudes autour des scénarios. Ces grosses incertitudes viennent du fait que l'on ne comprend pas bien comment les nuages vont... On a vu le réchauffement, on a vu les nuages répondre à ce réchauffement, mais on ne comprend pas bien comment les nuages répondent à ce réchauffement, ce qui ne nous permet pas de dire dans le futur comment les nuages vont répondre exactement au réchauffement. Et c'est ça qui fait l'incertitude. Donc quel rôle ils vont jouer, parce qu'on et donc quel rôle ils vont jouer. Ils peuvent avoir un rôle refroidissant, si je puis dire, ou réchauffant, si je puis Exactement. dire. Et on va voir qu'en fait, cette réponse des nuages dépend énormément de la distribution de la température sur la verticale. Alors, aujourd'hui, comment on fait pour avoir ces mesures-là? On le fait avec des mesures. On mesure ce que la Terre émet vers l'espace, à la fois en visible et en infrarouge, par ce qu'on appelle la mission CERES, qui est une mission d'ailleurs américaine essentiellement, faite de 7 instruments sur 5 satellites, et qui aujourd'hui est sacrément secouée par Trump. On espère qu'on va la garder. C'est la mission la plus importante probablement, puisque c'est celle qui nous dit quelle est la quantité d'énergie qui rentre dans le système et la quantité d'énergie qui en ressort.
une part est fixée par l'Europe, la moyenne, mais les variations, c'est cette mission américaine, et elle nous dit exactement cette partie, ce déséquilibre énergétique qui est la cause du réchauffement global. Donc là, ce que je vous présente, c'est la courbe de cette évolution du déséquilibre énergétique et qui augmente au cours du temps, dû aux émissions de gaz à effet de serre. On peut mesurer ce déséquilibre énergétique, sa moyenne et la quantité d'énergie qui rentre dans l'océan en utilisant aussi des satellites. On peut mesurer la quantité d'énergie qui rentre dans l'océan en regardant le niveau de la mer augmenter. Le niveau de la mer qui augmente, je vous ai dit tout à l'heure, c'est lié au fait que de la chaleur rentre dans l'océan, qui le fait dilater, et que de la chaleur rentre dans la cryosphère qui fait fondre les calottes. On peut mesurer cette quantité de masse qui rentre dans l'océan. Du coup, on peut en déduire l'énergie nécessaire pour la fondre. Et puis, on peut mesurer la dilatation de l'océan. La dilatation, elle est de l'ordre de 1,2 mm par an. Et aujourd'hui, on a la précision pour mesurer cette dilatation. Et lorsqu'on mesure avec l'altimétrie et Grace que vous avez ici, l'expansion thermique de l'océan et la quantité de fonte des glaces vers l'océan, on peut transformer ça en bilan d'énergie. Et on peut en déduire la quantité d'énergie qui rentre dans la Terre, ici, et cette quantité d'énergie qui doit correspondre à la quantité d'énergie qui rentre en haut, en haut de l'atmosphère. La clé pour nous, c'est de comprendre comment cette énergie qui rentre dans l'océan est reliée à l'énergie qui rentre en haut de l'atmosphère dans le système climatique. Ce qui va déterminer cette quantité d'énergie, c'est essentiellement la réponse des nuages. Or, ces nuages, ce que l'on comprend le moins, c'est essentiellement la vapeur d'eau, excusez-moi, mais la vapeur d'eau, on comprend assez bien comment elle répond. Ce qui fait l'incertitude du futur, c'est la réponse des nuages. La réponse des nuages dépend de la distribution de la chaleur sur la verticale dans l'atmosphère. Et cette distribution de la chaleur sur la verticale dans l'atmosphère... À quel point est-ce qu'il fait chaud en haut, froid en bas, chaud ou froid Exactement. au milieu? Où est la chaleur? Exactement. À l'altitude et en bas. Et cette distribution verticale de la chaleur, elle dépend essentiellement des tempêtes tropicales. Parce que les tempêtes tropicales sont extrêmement efficaces pour prendre... En gros, la chaleur est surtout en bas dans l'atmosphère. Et les tempêtes tropicales sont très efficaces pour prendre la chaleur en bas dans l'atmosphère et la redistribuer sur la verticale. Et lorsqu'elles envoient la chaleur à haute altitude dans l'atmosphère, cette chaleur peut irradier vers l'espace et renvoyer de la chaleur vers l'espace. Et donc le système peut se refroidir grâce aux tempêtes tropicales. Grâce aux tempêtes. La tempête tropicale, régulièrement, permet de se refroidissement. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a une forme d'incertitude pour l'avenir sur la manière dont le système va se comporter, que ça c'est dû beaucoup aux nuages, et dans les nuages spécifiquement aux tempêtes qui se produisent aux tropiques. Ça c'est aujourd'hui une des clés importantes pour connaître l'avenir avec précision. C'est la clé centrale de notre incertitude sur la réponse du changement climatique pour le futur. C'est de savoir comment les nuages vont répondre. On sait que cette réponse va dépendre de la distribution verticale de chaleur dans l'atmosphère et on sait que ce sont les tempêtes tropicales qui le pilotent. Et la grande question, c'est comment ces tempêtes tropicales vont changer dans le futur. Et c'est pour ça qu'on les suit par satellite, comme vous voyez ici. Elles peuvent augmenter, elles peuvent se réduire, elles peuvent avoir lieu à des endroits plus près du tropique du Cancer, plus près du tropique du Capricorne. Essentiellement, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que leurs cœurs vont grossir et vont s'intensifier? Et si oui, à quelle vitesse? Et est-ce que quand elles vont augmenter, est-ce que quand elles montent, est-ce qu'elles vont monter plus haut dans l'atmosphère ou moins haut dans l'atmosphère? Et la question qu'on se pose, c'est comment les nuages bas en particulier, qui sont dans l'autre partie des tropiques, à l'est des tropiques, vont répondre à ces distributions de chaleur. Et c'est pour ça qu'on les suit très précisément, comme vous voyez à gauche, par satellite, par les satellites géostationnaires. Donc ça, c'est l'enjeu des 10 prochaines années. Alors, dernier type de mesure qui est très important, et puis je vais accélérer un petit peu, c'est mesurer pour évaluer le risque associé au changement climatique. Dans le futur, on veut comprendre, on veut voir les impacts, on veut comprendre le changement climatique, mais on veut aussi voir le risque auquel on est exposé. Qu'est-ce que c'est que le risque? Le risque, c'est la combinaison de l'aléa. L'aléa, c'est ce dont je viens de vous parler. L'aléa, c'est la hausse du niveau de la mer, la hausse de la température, les précipitations extrêmes. L'aléa, c'est une chose. Mais le risque, c'est la combinaison entre l'aléa, l'exposition. À Nice, vous êtes exposé à la hausse du niveau de la mer. À Toulouse, moi, je ne suis pas exposé à la hausse du niveau de la mer. Donc je n'ai pas de risque lié au niveau de la mer. Donc l'exposition est une clé. Et le dernier point, c'est la vulnérabilité. C'est la capacité des communautés à répondre à un événement extrême. Et il n'y a pas de secret, hein, la vulnérabilité, elle dépend directement des capacités financières. Si vous avez une grosse communauté, une ville comme Nice peut lever des taxes et élever des digues.
pour se protéger de la hausse du niveau de la mer. La Camargue, des éleveurs de chevaux extensifs le long de la Camargue ne peuvent pas faire une digue parce qu'ils n'auront pas les moyens. Donc c'est lié aux ressources financières, à la fois parce qu'il y a des gens plus riches et des gens moins riches, mais aussi parce qu'il y a simplement des communautés plus grandes et des communautés plus petites. Et puis après, il y a des organisations géopolitiques. Donc le risque, c'est vraiment la combinaison des aléas, qu'on appelle hazards en anglais, de la vulnérabilité et de l'exposition. Et l'enjeu dans le futur, c'est de comprendre quelles sont nos expositions au risque du changement climatique, enfin aux aléas, et quelle est notre vulnérabilité. Et selon les régions, là je vous montre ici un exemple où on a la hausse du niveau de la mer qui est l'aléa, et je vous montre ici comment ce qui se passe, le niveau de risque en fonction de l'adaptation qui prend en compte la vulnérabilité et l'exposition, ou s'il n'y a pas d'adaptation. Vous avez typiquement, vous prenez des grandes villes côtières, Londres, New York. On voit qu'en 2100, on pense que le risque va même diminuer parce qu'elles vont investir énormément dans la protection contre la hausse du niveau de la mer. Donc vous avez ici le risque s'il n'y a pas d'adaptation et vous avez ici le risque de ces grandes villes s'il y a adaptation. Aujourd'hui, New York réfléchit et est en train de faire une digue autour de l'autoroute de Manhattan et réfléchit, est-ce que cette digue doit être faite pour faire un tunnel dans le futur ? Si le niveau de la mer augmente trop, ce sera un tunnel complet. Et vous voyez qu'ils ont des ressources énormes pour pouvoir faire ça. Londres a aussi fait une énorme digue sur la Tamise qui vaut des milliards d'euros. Et vous voyez qu'ils ont ces ressources-là. Par contre, vous prenez typiquement un atoll dans les îles du Pacifique et vous voyez que leur capacité d'adaptation, ce sont des gens très vulnérables, qui sont très exposés parce qu'ils sont très bas à la hausse du niveau de la mer, et très vulnérables parce qu'ils ont peu de ressources. Et vous voyez que leur capacité d'adaptation ne leur permet pas de répondre au changement climatique. Donc une clé des satellites, c'est de permettre d'évaluer pour les différentes communautés, en particulier les communautés côtières pour le risque du niveau de la mer, mais aussi d'autres communautés pour le risque de la température de surface, par exemple, ou les précipitations extrêmes, c'est d'évaluer l'exposition et la vulnérabilité. Et on a un exemple ici où par satellite, on fait des modèles numériques de terrain de typiquement Gavre, ici en Bretagne, et on simule une tempête à différentes années en fonction de la hausse du niveau de la mer, et on regarde les régions qui sont exposées, les zones de la ville qui sont exposées, que vous voyez ici, et on imagine, en fonction de la capacité de réponse de ces villes-là, les constructions de digues pour protéger ces zones-là. Et ça, c'est aujourd'hui une utilisation très intense et que Nice pourrait travailler avec le CNES, où il y a beaucoup de projets qui sont faits pour des communautés, et en particulier avec des mairies et des métropoles, pour évaluer un certain nombre de risques, et l'outil satellite est très utile pour ça. Voilà, ça m'amène à ma conclusion. Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. Pas du tout. On buvait vos paroles, et c'était de l'eau claire, pas de l'eau salée. Donc voilà, alors en conclusion, j'ai toujours un peu... j'aime bien avoir deux types de conclusions. Et ça dépend un peu du public. Et je ne peux pas savoir à votre On va place. voter alors, c'est ça? Et alors, du coup, soit vous connaissiez un peu l'histoire du changement climatique. Et si les gens qui ne connaissent pas, le fait de voir dans quel état est le système, la première fois, ils tombent de leur chaise. Et l'état du système, c'est celui-là. Il faut être clair, hein, c'est écrit dans le rapport du GIEC. C'est pas caché, il suffit de le lire. Et je dirais à ces gens-là, oui, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles s'ils ne se sont pas mis au courant. Et il faut passer cette étape de choc pour passer à l'étape de l'action. Parce qu'il faut maintenant réagir. Et il est très important de réagir vite parce que ce sont nos actions aujourd'hui qui nous permettront dans le futur de rester en dessous de 2 degrés et qu'il y a une grosse inertie dans le système. Donc à ces gens-là, je dirais surtout... C'est-à-dire qu'il répond lentement. Il répond lentement. On est vertueux, mais les effets tardent nos sociétés à se faire sentir. Ouais. Et le système climatique lui-même répond lentement. Oui, je parlais du système climatique, mais vous avez raison. Le système humain aussi. Le système humain répond lentement. Et après, oui. Alors, par contre, les gens qui connaissaient, je dirais qu'il y a 2 bonnes nouvelles pour ceux qui connaissent cet effet du changement, ceux qui connaissent l'état du climat actuel. La première bonne nouvelle, c'est que quand on émet moins de gaz à effet de serre, le changement climatique futur sera plus bas. Donc ça veut dire que toute tonne de CO2 qui n'est pas émise, c'est un changement climatique moins intense dans le futur. Et donc ça veut dire que, et cette bonne nouvelle, on sait qu'aujourd'hui, on a encore les mains sur le volant. C'est-à-dire qu'on est capable, on sait que si on reste pas loin des 2 degrés, il y aura très peu de points de bascule qui vont se déclencher et on peut rester dans un système qui ressemble à celui dans lequel on vit aujourd'hui. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que chaque fois qu'on émet moins, en plus, on y va moins vite. Non seulement on va
vers un changement climatique moins intense, mais surtout on y va moins vite. Et on y va moins vite, mais significativement moins vite. On peut y mettre, si on émet vraiment beaucoup moins, on peut mettre plusieurs centaines d'années à y aller. 500 ans pour déplacer une ville, c'est beaucoup plus facile que 100 ans. Et donc il y a un double avantage à ne pas émettre de gaz à effet de serre. Ça nous permet, un, d'avoir un changement climatique moins intense, et deux, de gagner du temps pour s'y adapter. Et ça, c'est les deux points très positifs du dernier rapport du GIEC, qui sont forcément, en général, qu'on ne voit pas trop, parce que les gens focalisent, surtout tous les gens qui n'ont pas réalisé l'état du climat, à chaque fois découvrent, et donc forcément, on accompagne surtout ces gens-là. Mais il y a quand même deux bonnes nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, si on réagit maintenant, on a encore les mains sur le volant, et plus on réagit, et plus ce sera facile de s'adapter. Benoît Messignac. On a envie de vous entendre. Je suis sûr que vous avez des tas de questions à poser à Benoît Messignac, qui vous a montré à quel point il connaissait le sujet, était en mesure de répondre à vos interrogations. Vous levez la main et un micro vient jusqu'à vous. N'hésitez pas. C'est bon? On est pantois. Benoît Messignac, on est en train de processer, on est en train de se dire... Ah, madame, je vous en prie. Vous avez dit, bonsoir, vous avez dit que une façon, c'est de réduire les émissions de CO2. Donc, quelle est la route pour baisser les émissions de CO2? Est-ce que vous pouvez nous faire des exemples? Alors, moi je suis. Alors, les émissions, la question des émissions est une question sociétale, hein, c'est très difficile. Alors, quelque chose qui est peut-être juste pour planter le décor. Et après, moi je ne pourrais pas vous donner la route parce que je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais pour planter le décor, il faut savoir que les ordres de grandeur, donc la grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est notre système de production d'énergie. Et pour donner les ordres de grandeur, donc c'est-à-dire quand on fait rouler une voiture, quand on fabrique de l'électricité en brûlant du charbon, exactement. etc. Oui, et c'est le gros du problème. Et on considère que transformer notre système d'énergie pour qu'il soit sans CO2 coûte entre 10 et 15 fois plus cher que s'adapter d'ici à 2100. En coût-bénéfice, hein, ça ne prend pas en compte les points de bascule. Et donc, c'est un très, très gros effort. Et d'ailleurs, cet effort, il est quand même déjà bien... C'est pas suffisant ce qu'on fait, mais il y a déjà un très gros effort qui est fait au niveau sociétal. Hein. L'effort qui est fait depuis une dizaine d'années est largement au-delà des efforts qui ont été faits pendant les chocs pétroliers. Donc, vous pensez à quoi? Vous pensez au fait qu'on va favoriser les pompes à chaleur dans les appartements? Par exemple, l'ensemble des efforts qui ont été faits qui font qu'aujourd'hui, en Europe, on a une diminution des émissions de gaz à effet de serre cette année. Et donc ces efforts-là sont... Ça, il faut le dire, il faut le très répéter. Intenses. Hein. En Europe, on a une diminution de la quantité de gaz à effet de serre émise. Hein, mais voilà, pas qu'en Europe. Pas qu'en Europe. Je crois que cette année, la Chine aussi a dû être en émission. Mais attention, c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant, mais ce sont des gros efforts. Et donc, comme ce sont des efforts extrêmement intenses, il doit y avoir un débat de société dessus et faire des choix. Et chaque société va faire des choix différents en fonction aussi de la manière dont cette société s'est développée dans le passé. Et les Allemands n'ont pas les mêmes choix à faire que nous et on n'a pas les mêmes choix à faire que les Espagnols. Et donc, je ne peux pas je ne peux pas vous donner le chemin. Alors, il y a des spécialistes dans le rapport du GIEC. Dans le deuxième, moi, je suis du Working Group 1, c'est-à-dire que je travaille en physique et en biologie. Mais par contre, il y a des gens qui regardent ça dans le Working Group 3, des économistes. Et là, vous trouverez beaucoup de détails où je vous recommande d'inviter. On a des spécialistes en France qui connaissent ça bien, qui peuvent vous donner une idée des marges de manœuvre qu'il y a, par exemple, à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de la France. Et après, de toute façon, ce sont des décisions qui doivent être prises d'un point de vue démocratique, et parce que ce sont des efforts qui sont violents. Économie d'énergie, c'est ça ce à quoi vous nous invitez? Alors bien sûr, il y a économie d'énergie, mais surtout... Électrification Alors, je peux pas... Alors, je connais... Oui, bien sûr. Toutes les méthodes qu'on connaît actuelles, électrification, alors, la sobriété, dans la plupart... Vous avez dans le rapport du GIEC le 1,5 degré, vous avez... à peu près, je crois qu'ils ont proposé 1 millier de scénarios différents pour arriver à tenir le 1,5 degré.
dans de nombreux scénarios, la sobriété est très utile et surtout permet de gagner beaucoup de temps et permet de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. La sobriété, c'est réduire, c'est réduire sa consommation d'énergie. Réduire sa consommation d'énergie, voilà, par son action propre. Alors après, le problème c'est que bien sûr, hein, il y a l'électrification, il y a tous ces éléments-là, mais comme je me souviens plus des éléments majeurs, je peux pas. L'isolation des maisons, bien sûr. Bien sûr. Et d'autres. Et alors il y a les transports aussi là-dedans. Ah, j'ai entendu le mot avion dans la salle. Qu'est-ce que vous pensez de l'avion? Alors l'avion, d'ailleurs, moi je vous recommande de faire votre empreinte carbone. Vous pourriez aller à l'ADEME, on peut faire facilement son empreinte carbone. Donc on va sur le site de l'ADEME, ADEME, et puis on regarde... c'est un très bon début d'empreinte carbone. Et on répond à un questionnaire, c'est-à-dire on répond à un questionnaire qui dure quelques minutes. 5 minutes, ouais. Peut-être 10 minutes, je ne sais pas. Et ça vous dit, voilà, quelle est quelles sont vos émissions? Et ça vous donne une idée de, par exemple, ce petit vol que vous vous autorisez à New York ou je ne sais où chaque année pour aller voir les éléphants d'Inde ou que sais-je. Qu'est-ce qu'il signifie du point de vue, vous allez voir, un vol à New York, c'est aller-retour. En France, vol à New York, donc sur la partie est des États-Unis, c'est doit être une tonne 2, une tonne 4 de gaz à effet de serre. De CO2. C'est-à-dire que chaque personne émet 1,4 tonne de CO2 lorsqu'il fait un aller-retour vers New York. Oui, de Paris. Et alors qu'aujourd'hui, un Français émet... Aujourd'hui, un Français émet en moyenne, je crois, 10 à 11 tonnes. Alors disons 10 tonnes. Voilà, on émet 10 tonnes. Par an. Voilà. Par an, bien sûr. Et il faudrait aller à 2050... À 2 tonnes par an. Il faudrait aller à 2 tonnes d'émissions de CO2 par an. Donc divisé pour par chaque 5, personne sur Terre. Pour chaque personne sur Terre. Donc nous, il faut, comme tous les... Voilà, parce que l'idée, c'est que chacun, à un moment donné, sur Terre, ait droit aux mêmes émissions, entre guillemets. Oui. Et donc... Mais attention, oui. Je voudrais rappeler quand même quelques éléments clés. Aujourd'hui, la moitié des émissions de gaz à effet de serre, rien qu'aujourd'hui, qui sont émises par les 10% les plus riches. La moitié des émissions de gaz à effet de serre sont émises par les 10% les plus riches de la planète. Et les 10% les plus riches de la planète, ça fait à peu près 50 à 60% de la population française, peut-être même un peu plus. Donc les Français, c'est un pays riche. À 70%... Aujourd'hui, c'est nous qui les mettons. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes responsables, enfin pour partie, avec tous les autres personnes... Et dans le passé, de 50% ce sont aussi les sociétés riches qui ont émises. Donc on a aussi une dette de CO2. Quand on dit 2 tonnes... Une dette, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous suivez les négociations de la COP, les pays qui ont moins émis dans le passé, comme la Chine, négocient une dette vis-à-vis des sociétés riches occidentales qui ont émis dans le passé, parce que le problème du CO2, c'est un problème de stock. Ce n'est pas un problème de flux. C'est quand on met du CO2, il se stocke dans l'atmosphère. Et comme il se stocke dans l'atmosphère, c'est lui qui fait l'effet radiatif. Donc tout ce qui a été émis dans le passé compte. Et donc, les Chinois nous reprochent, à juste titre, qu'on a émis beaucoup plus qu'eux. Donc, c'est quoi la conséquence? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'on fasse plus d'efforts? Un échange sous forme soit de technologie propre, soit de compensation, et donc une grosse part des négociations de la COP se fait autour de ces questions-là. Donc, ce que je veux rappeler, c'est quand on dit à 2 tonnes en 2050, nous, les Occidentaux, on est gagnant si on s'arrête à 2 tonnes. Enfin, on est gagnant. On aura émis beaucoup plus que le reste de la population mondiale. Alors qu'à 2 tonnes, on sera à 2 tonnes. Voilà, ça signifie que tout le monde sera à 2 tonnes. Après, étant donné les projections de démographie qu'on a en 2050, il faudrait 2 tonnes par personne pour suivre la COP 21. L'objectif de la COP 21. Une remarque à la décharge des pays occidentaux. Quand on a produit ces tonnes, on n'avait pas les informations qu'on a maintenant. On les a produits à l'aveugle, ces tonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Bien sûr. C'est pour ça que là, ce sont vraiment des questions de négociation. Mais depuis qu'on le sait, est-ce qu'on fait ce qu'il faut? En France, oui, dit monsieur. Alors, on va lui repasser le micro, s'il vous plaît. Allons-y. Alors, attendez, on vous écoute. L'énergie nucléaire, on est un des pays d'Europe qui produit le moins de gaz. Parce qu'on a l'énergie nucléaire. Mais quand on a lancé l'énergie nucléaire, c'était sans savoir que ça avait des effets positifs sur le climat. On était vertueux sans le savoir. D'autres interventions peut-être, monsieur? Oui, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vous avez dit
qu'il y a 10 ou 15 000 ans, etc., le climat s'était réchauffé très très rapidement. On voit ça avec la montée du niveau de la mer qui a été extraordinaire en quelques milliers d'années. Bon, quand on regarde des coupes géologiques, quand on remonte les vallées, nos vallées, on voit des séries continues de dépôts qui ont changé, etc. De fossiles. Ce qui veut dire que ce sont des variations aussi qu'il y a eu, et il n'y avait pas d'hommes. S'il y avait des hommes, ils n'intervenaient pas comme maintenant. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu... Est-ce que votre question, ce n'est pas, Monsieur Messignac, qu'est-ce qui nous dit que le réchauffement qu'on voit aujourd'hui n'est pas un réchauffement tel qu'il s'en produit dans les temps géologiques parfois? Et est-ce que vous êtes sûr que c'est bien l'humain et ses gaz à effet de serre? Alors oui. Alors surtout le réchauffement géologique dont vous parlez. Donc, alors on est aujourd'hui dans une période interglaciaire. Alors, qu'est-ce qui fixe les périodes? Donc, au cours des derniers centaines de milliers d'années, la Terre a connu des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Donc, des périodes glaciaires où elle était particulièrement froide, à peu près 4 degrés plus froide qu'aujourd'hui. Des périodes interglaciaires où elle pouvait monter à quelques degrés plus chaud qu'aujourd'hui, hein, même jusqu'à 10 degrés, jusqu'à 4-5 degrés de plus qu'aujourd'hui. Ces périodes-là sont déterminées par la position de la Terre sur son orbite. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre, il y a la position de la Terre sur son orbite et puis il y a l'inclinaison de la Terre. Et ça, c'est lié vraiment au mouvement des astres qui vont influencer la position de la Terre, son excentricité et puis son inclinaison. Et donc, on a ces périodes glaciaires et interglaciaires. Et quand on passe d'une période interglaciaire, donc ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, quand on est dans une période glaciaire, la Terre est plus loin du Soleil. Je vous le fais simple. En fait, c'est lié aussi à l'inclinaison et à l'insolation. Mais disons qu'on reçoit moins de chaleur, on reçoit moins de radiation du Soleil. Et comme au moment où les périodes glaciaires, par exemple, se déclenchent, c'est parce que, prenons plutôt l'exemple qui correspondrait aujourd'hui, quand on passe d'une période glaciaire à une période interglaciaire, quand la Terre se rapproche sur son orbite, en fait, la Terre commence à recevoir plus d'énergie du Soleil. Et quand elle reçoit plus d'énergie du Soleil, elle commence à se réchauffer. Et comme elle se réchauffe, elle commence à émettre elle-même, à moins absorber le CO2. Parce que l'océan se réchauffe. Et comme l'océan se réchauffe et le cycle de l'eau change, elle absorbe moins de CO2. Le CO2 augmente. Et comme le CO2 augmente, il fait augmenter la température. Et le système couplé se met en marche. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien et qu'on représente bien. Et ça se passe à chaque du passage d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire. Aujourd'hui, on est dans une ère interglaciaire. C'est-à-dire qu'on est dans la période chaude. C'est-à-dire qu'on a déjà eu, on est proche du Soleil sur notre orbite, entre guillemets. Et donc, on est dans une phase où on a normalement déjà un bon niveau de CO2. En 1850, on avait déjà un bon niveau de CO2 pour notre température. Et aujourd'hui, nous, on vient d'émettre dans le système autant de CO2 que ce que la Terre a émise elle-même au passage de dernière ère glaciaire à notre interglaciaire. C'est-à-dire qu'on est en train de passer dans un super interglaciaire. C'est dizaines vous comprenez d'années sur les 20 000 dernières années, donc le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 20 000 ans, elle a mis 20 000 ans à émettre autant de CO2 que ce que nous, on vient d'émettre. En 150 ans. En 150 175 ans. Et aujourd'hui, la Terre, on voit maintenant, donc nous, on a émis un forçage qui est un forçage de la taille géologique. C'est-à-dire que d'habitude, on passe d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire. Nous, on était dans une ère interglaciaire et on vient de mettre le forçage pour passer à une ère super interglaciaire. C'est pas du tout... Il y a deux choses très différentes avec ce qu'on a connu dans le passé. Premièrement, c'est que cette émission de CO2, là, on dépasse les concentrations qu'on a connues au cours des ères glaciaires et interglaciaires. Et ensuite, on l'a émise beaucoup plus vite, en 150 ans, au lieu de le faire en 10 000 ans. Et c'est pour ça que là, on voit la température maintenant qui commence à répondre. On a mis le CO2, on a mis un des deux couples. Vous avez vu, le CO2 et la température, ils se couplent au cours du passage d'une ère glaciaire à une interglaciaire. Nous, on a mis le CO2. Et là, la température, elle commence à suivre. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes processus. Et surtout, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que les phénomènes qu'on voit, les hausses de température qu'on voit, sont beaucoup plus rapides que celles qu'on a pu observer au moment dans les temps géologiques. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il y a une petite confusion. Je n'ai pas dit que la Terre s'était réchauffée plus vite, parce que ça, ce n'est pas le cas. J'ai dit que par contre, il y a eu une période où le niveau de la mer a augmenté très vite. Il a augmenté de 4 mètres en 100 ans. C'est ce qu'on appelle le Meltwater Pulse 1A. Et ça, on ne comprend pas comment, avec un réchauffement
qui est beaucoup plus faible que celui d'aujourd'hui. Le niveau de en tout cas, à cette époque-là, le réchauffement avait une croissance plus faible. Le niveau de la mer a augmenté beaucoup plus vite. Et c'est bien ce qui nous inquiète. C'est qu'il y a des processus dans la perte de masse des calottes polaires qu'on ne comprend pas aujourd'hui et qui peuvent amener à des augmentations de niveau de la mer de 4 mètres par siècle. Et ça, aujourd'hui, dans le rapport du GIEC, comme on ne comprend pas la théorie, on n'a pas de modèle pour les représenter, on ne le met pas dans le rapport du GIEC, parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique autour de ça. On discute beaucoup entre nous, on est tous inquiets de cette preuve qu'on a de cette augmentation rapide du niveau de la mer, mais on ne l'écrit pas dans le rapport du GIEC parce que ça ne fait pas consensus parmi la communauté scientifique, parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer. Monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a un impact sur les courants marins? Parce que je crois que le climat est aussi influencé par les courants marins, le Gulf Stream, etc. Vous nous avez parlé des nuages, mais est-ce que, pour le coup, dans l'océan, etc., l'énergie va modifier les courants? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Alors oui, tout à fait. Oui. Alors, les courants sont déjà modifiés, hein. Surtout les courants de surface. La circulation atmosphérique est largement modifiée aussi. Les courants au fond de l'océan aussi. Et alors, je pense que ce que vous devez penser à un autre point de bascule qui est très inquiétant aussi, en particulier pour l'Europe, qui est ce qu'on appelle l'AMOC, on dit en anglais, qui est la circulation de retournement, dont la branche supérieure, c'est le Gulf Stream. Je pense que vous pensez à ça. Et alors, il y a un certain nombre de courants qui sont extrêmement importants pour des climats régionaux et même des fois quasiment pour le climat global. Et je pense en particulier au Gulf Stream, qui apporte énormément de chaleur à l'Europe. Et ce Gulf Stream pourrait être extrêmement ralenti par la fonte des calottes polaires et par le réchauffement climatique qui induit une fonte des calottes polaires qui pourrait amener de l'eau douce, trop d'eau douce en surface, qui empêcherait la plongée des eaux de surface du Gulf Stream lorsqu'elles arrivent au nord de l'Atlantique vers le fond de l'océan. Si ça arrive, ça ralentirait le Gulf Stream et donc du coup le Gulf Stream n'apporterait plus la chaleur qui fait qu'aujourd'hui Bordeaux, qui est à peu près à la latitude de New York, a une température de plusieurs degrés supérieure à celle de New York. Le Gulf Stream apporte de la chaleur. Donc des courants comme ça, il existe. Alors, il y a beaucoup de débats sur cette question de l'effondrement du Gulf Stream. Pourquoi ? Parce que c'est un système dynamique extrêmement complexe qui est très non linéaire, qu'on observe depuis peu de temps et on a du mal à savoir. Certaines simulations disent qu'il pourrait s'effondrer d'ici la fin du siècle et d'autres disent qu'il ne va pas s'effondrer avant 400-500 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Et on pense qu'il n'est pas en train de s'effondrer, même s'il montre une diminution depuis qu'on l'observe. On l'observe depuis 30 ans et on voit qu'il diminue. Ça pourrait être de la variabilité décennale. Si c'est le cas, il y aura on s'attend, si jamais on avait un effondrement du Gulf Stream, les impacts typiques, c'est de l'ordre d'une 6 degrés de moins à Londres, 3 degrés de moins à Paris. En moyenne annuelle. Climatologique, direct. Ouais. Mais ça reste très... attention, là, c'est très incertain. L'autre élément que j'aimerais bien que quand vous partez, que vous ayez ça en tête, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments dans le système climatique sur lesquels on a des incertitudes. Donc je vous les donne, ces incertitudes. Et une des raisons pour lesquelles on veut rester à 2 degrés, c'est qu'aussi, sur ces éléments incertains, les 2 degrés nous protègent parce que jusqu'à 2 degrés, nos modèles donnent des résultats sur lesquels on a confiance. Au-delà de 2 degrés, il y a un certain nombre de processus potentiellement qu'on ne connaît pas qui pourraient se déclencher. Je voulais juste dire, voir le dernier numéro de Science et Avenir, où il y a sur ces problèmes de modification des courants, etc. Voilà. Merci, monsieur. Informations. Merci beaucoup. Isabelle Réazer, en bas. Merci. Vous nous avez montré une carte avec une ville en Bretagne qui, en 2100, on voyait le tracé de la submersion marine. Voilà. Et vous nous avez dit que vous pouviez faire la même chose pour Nice. Alors... aussi avec l'idée de déménager une partie de la ville pour la protéger ou de l'équiper.
Alors, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai participé à l'étude, mais j'ai pas fait ça. Ce genre d'études, bien sûr, sont faites. Alors, vous savez, Nice, comme les autres villes, doit avoir un PPR, un plan de prévention des risques, et un PPRC, je pense, plan de prévention des risques côtiers, qu'elle développe avec le BRGM, qui a développé cette jolie carte. Qui est le bureau de recherche. Bureau de recherche en géologie minière. En géologie minière, qui sont des collègues. Donc des scientifiques spécialistes des questions. Voilà. Et aujourd'hui, on a des capacités de simulation, de choses comme ça. Donc c'est pas mal de travail, hein, mais le BRGM fait ça. Il a fait ça à l'échelle de la métropole et puis en particulier aussi pour les dom-tom, qui sont plus vulnérables que la métropole et plus exposés, les deux. Et du coup, il y a dû y avoir ce genre de simulation. Alors après, ce sont des simulations aujourd'hui qui sont faites. Là, ce que vous voyez à droite, c'est une simulation sans adaptation. Ce qui n'arrivera pas pour Nice. Nice va changer son schéma. Ici à droite, oui. Ici, à gauche, vous avez adaptation. Hein, et à droite, vous n'avez pas d'adaptation. C'est-à-dire que typiquement à gauche, on a monté les digues. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les Niçois? Ça veut dire une augmentation des taxes, hein, à un moment ou à un autre. Mais vous voyez, encore une fois, et c'est pour ça que le BRGM ne rend pas public ce genre de carte, et surtout quand il travaille avec des métropoles, c'est parce qu'il y a un enjeu d'investissement d'une ville, il y a un enjeu de prospective de comment on fait son investissement, et après, il y a un enjeu de discuter avec les administrés et d'avoir un débat. Et pour avoir un débat éclairé, des fois, il est mieux de ne pas sortir une carte trop simple comme ça. Il faut bien comprendre ce que veulent dire les cartes. Mais probablement, je vous recommande d'aller voir vos élus, mais probablement que dans le PPR, il y a eu des simulations pour savoir l'exposition et la vulnérabilité de Nice. En tout cas, si ce n'est pas fait, ça va être fait rapidement, parce que c'est fait sur toute la côte française. Merci. Madame. Vous avez parlé de l'Europe et vous avez dit qu'elle était relativement vertueuse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que cela n'est pas dû simplement à la désindustrialisation? Ah, ça joue, bien sûr. On est bien d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est la désindustrialisation, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, la première chose, c'est qu'elles s'échelonnent en fonction de la production. Plus vous produisez, plus vous émettez de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, comme c'est notre principale source d'énergie, hein, les énergies fossiles, aujourd'hui, quand vous produisez, vous émettez. Donc si vous produisez moins, ou les crises, en particulier économiques, font diminuer les émissions de gaz à effet de serre, si c'est ça que vous voulez penser. Donc du coup, si l'Europe est moins productive, par exemple, qu'un équivalent, je sais pas moi, que la Californie ou que les États-Unis, naturellement, ça diminue ses émissions de gaz à effet de serre. C'est là où la sobriété est un levier. Le fait d'émettre moins. Mais encore une fois, vous voyez toute la difficulté du problème. La difficulté du problème, c'est aussi produire moins, c'est moins de richesse. Donc vous voyez la difficulté du problème. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à produire propre, ou en tout cas de faire des choix, sinon, si on veut produire moins, de faire des choix, et ça doit être discuté. Monsieur. Est-ce que sur ce sujet, justement, sur l'adaptation, si tout le monde se met à s'adapter au problème qui va survenir, est-ce qu'on ne va pas avoir un effet d'emballement justement aussi au niveau des activités, des productions de CO2 et autres? Est-ce que c'est vraiment l'adaptation? Est-ce que c'est une bonne solution en fait? Alors en fait, l'adaptation, c'est quoi? C'est le fait de mettre une digue plutôt que d'être que d'être sobre. Alors c'est ça. En fait, donc ne pas changer finalement son mode de vie, mais essayer de se protéger de toute la manière possible. En fait, aujourd'hui, ce qui est très clair, on l'avait déjà, le rapport du GIEC avait été déjà très clair dès les années 2000. Le changement climatique est déjà là. Donc en fait, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter. Mais en même temps qu'il faut diminuer nos émissions. C'est-à-dire que, donc, on dit atténuation pour la diminution des émissions et puis adaptation pour s'adapter. Comme le changement climatique est déjà là, il faut s'adapter. Donc il y a un investissement lié à l'adaptation. Et cet investissement lié à l'adaptation, quand il est fait maintenant, il est souvent fait avec des énergies fossiles. Et c'est ce qu'on appelle la maladaptation. Parce qu'en effet, ça émet plus de gaz à effet de serre. Et normalement, il faut prendre en compte ça dans nos diminutions de gaz à effet de serre. C'est pour ça que dans les diminutions de gaz à effet de serre, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, c'est changer notre production d'énergie. Parce que si on peut changer notre production d'énergie, notre adaptation, elle se fera avec des énergies propres. Et après, il y a un certain nombre de risques qui sont déjà là.
on ne peut pas se permettre de ne pas gérer ces risques-là. Et pour ces risques-là, parfois, on fait des choix de ce qu'on appelle la maladaptation, c'est-à-dire on gère ces risques-là avec des énergies de gaz à effet de serre pour l'instant. Je suis désolé de noircir encore un petit peu le tableau, mais si vous lisez par exemple le dernier livre de Jean-Baptiste Fressoz sur l'énergie, aujourd'hui il montre que toute l'énergie qu'on a remplacée, soi-disant en transition énergétique, c'est une énergie qui s'accumule, qui s'associe, qui s'additionne à ce qu'on a déjà. Il n'y a pas du tout de réduction de production. On n'a jamais autant utilisé de charbon, jamais autant utilisé de pétrole. Sur ce système, on est un petit peu sur le même mécanisme. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire aux gens qu'on est dans une transition. On n'est pas du tout dans une transition. Est-ce que vous, en tant que scientifique, est-ce que vous ressentez des personnes réfractaires au niveau des décideurs, vous localement déjà, et est-ce qu'on ne se dirige pas vers quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on a aux États-Unis aujourd'hui avec quand on n'arrive pas à s'adapter, qu'on n'a pas envie de s'adapter, qu'on n'a pas envie de mettre à mal l'économie, en fait on met tout sous le tapis puis on dit que ça n'existe pas. Alors moi j'ai une position un peu différente, puis je vois les choses un peu différemment. Après c'est personnel, hein, et là mon statut de scientifique ajoute pas grand-chose, hein, c'est simplement que je vous donne mon expérience et puis en voyant les gens autour de moi. Première chose, c'est de la science. Donc, de toute façon, on dit que ça va faire mal. Si on fait rien, ça va faire mal. Donc, on va bouger. À terme, on va bouger. Si le Gulf Stream s'effondre, je vous assure qu'on va bouger. Hein. Puis, de toute façon, on va tellement bouger qu'il y en a tellement qui vont prendre que... Donc, c'est de la science, c'est pas de la religion. Donc, de toute façon, ça va venir. Et par contre, moins on le prépare et moins on s'y prend à l'avance, plus ça va faire mal. Ça, on est bien d'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon expérience, donc là, je suis complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, on ne voit pas un remplacement. Alors, après, c'est très difficile parce que toutes nos sociétés sont en croissance. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit plus d'énergie renouvelable qu'avant? Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est quand même une énergie qui aurait été fossile si on n'avait pas engagé toutes ces transformations et que finalement on a fait sous cette forme-là, ce qu'on a fait en énergie propre. C'est difficile à dire. Je comprends le point de vue de Fressoz, où c'est vrai que quand on regarde l'histoire, en fait, lui s'appuie sur l'histoire où les différentes formes d'énergie n'ont fait que s'additionner au cours du temps. Notre challenge, c'est d'arriver à changer ça. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que quand on regarde, moi, ce que je trouve assez frappant, il n'y a pas grand-chose que je trouve positif, mais ce que je trouve frappant, c'est que moi, quand j'ai commencé ma carrière de scientifique, c'était il y a 17 ans, je me battais contre des gens qui expliquaient que ça n'existait pas, le changement climatique. 17 ans plus tard, il y a eu des changements. L'Europe émet moins de gaz à effet de serre que l'an dernier. Ça, je pense que... moi, je trouve... Aujourd'hui, les gens ne nient plus le changement climatique. La discussion, elle est plus sur est-ce que c'est vraiment dû à l'humain, etc. Oui, et moi, je pense que je ne dis pas qu'on n'est pas sur la bonne route. Hein. Il faut faire encore beaucoup d'efforts. J'espère qu'on va continuer à faire beaucoup d'efforts. Après, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir des facteurs d'échelle. Mais c'est totalement personnel. Moi, je suis physicien. Hein. Je ne connais pas l'exposition sociétale de la production d'énergie. Alors, on va s'arrêter là. Alors, juste avant ça, je voulais vous rappeler qu'on a un rendez-vous. C'est le 3 avril prochain. Ce sera pour notre dernier off de l'UNOC. Et il sera consacré à SWOT. SWOT, qui est l'un de ces satellites tout à fait étonnants et si variés, hein, parce que c'est incroyable le nombre de technologies qu'on met à bord, des altimètres, des radiamètres, je crois, des choses comme ça. Radiomètres, etc. Bref. Et donc, SWOT, c'est l'un de ces... satellite qui a été spécifiquement conçu pour étudier les eaux de surface, et en particulier tout ce qui est lacs, rivières, etc. Et il y a un lien, bien sûr, avec le changement climatique et les océans, bien sûr. Donc voilà, changement climatique, il est l'œuvre de l'humain. Je crois que maintenant, on l'a bien compris, on peut agir, il faut agir. Des émissions ont commencé à baisser en Europe, il faut faire davantage. Alors, vous nous avez aussi un peu préoccupés, là, avec votre notion de point de bascule. Heureusement, on se dit, bon, c'est sur des temps longs hein, que ce genre de choses se produit, mais quand même, on voit qu'il faut agir. Et vous, je dirais, vous dégagez une forme de calme, d'assurance, quand vous vous exprimez. Et je dois vous avouer que, du coup, c'est un double effet sur nous, probablement. D'une part, vous nous avez mobilisés,
mais mobilisés dans la sérénité. Et pour ça, merci infiniment Benoît Messignac. Merci à tous et on se retrouve donc le 3 avril. Très bonne soirée, au revoir.